Bonjour, bienvenue dans le podcast « L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens ». Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre balado sérieux, Mais pas trop. Conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces rois, leurs peuples et leurs aventures durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et n'hésitez surtout pas à nous donner des étoiles sur votre application de podcast préférée ou à nous laisser un petit commentaire. Cet épisode un peu particulier est l'épisode 69, que nous avons intitulé « Quelle conclusion pour la vie de Clovis ?» Pour commencer, Xavier, j'ai envie de te demander si Clovis a vraiment existé ou si le personnage a été enjolivé par Greg & Co, spécialiste en fake news et exagération en toutes sortes. Eh bien les deux, Romain, en fait. Alors oui, évidemment, Clovis a absolument existé. Le personnage historique est attesté dans de nombreux documents contemporains, comme les correspondances diplomatiques ramenées par Cassiodore, le secrétaire de Théodoric, ou par les lettres de Rémy de Reims. Et les grandes étapes de sa vie que nous connaissons, que ce soit l'attaque des Alamans ou la guerre contre les Visigoths ou encore son baptême, sont eux aussi attestés et certifiés par des preuves contemporaines. Par contre, c'est sûr que l'enchaînement précis des événements, tel que nous vous l'avons raconté, dépend exclusivement du rapport qu'en est fait par Grégoire de Tours. Or, Grégoire de Tours a certainement enjolivé et déformé une partie des éléments de sa vie. Soit qu'il avait un plan particulier et une optique qu'il voulait défendre, soit que lui-même ne disposait pas complètement de sources tout à fait fiables par rapport à ce qui s'est passé. Le plus probable est qu'il a regroupé des épisodes, simplifié ou raccourci des décisions ou des motivations des hommes de ce temps-là, à commencer par Clovis. En fait, il doit sauter des étapes et aller à l'essentiel de ce qui l'intéresse, à savoir la conversion du roi. Pour le reste, c'est forcément une version très simplifiée qu'il nous sert, en nous faisant passer le roi pour un gars invincible soutenu par Dieu. C'est une belle histoire, mais elle est forcément assez incorrecte et avec pas mal d'imprécisions que malheureusement, nous ne sommes plus aujourd'hui en mesure de décrypter complètement. Ouais, dit comme ça, tu me fais plus penser à une série Netflix pseudo-historique qu'à une chronique rigoureuse. Il y a 2-3 trucs vrais, mais par-dessus, il peut y avoir une bonne couche de n'importe quoi qui reflète plus le politiquement correct de l'époque et les intérêts personnels de l'auteur que la vraie vie. Autre point, d'ailleurs, t'as pas d'e-zip. T'as pas d'e-zip, Xavier. Oh, t'as oublié la fermeture éclair. T'as pas dit Jeep? Qu'est-ce qu'il dit là? Non, je sais pas, attends. La fermeture éclair. Et ça, c'est un peu bizarre de pas parler du clan rapproché d'un seigneur germain. Je croyais que le C, c'était le S, pour paraphraser le fameux barde phocéen de l'époque, Julius. Oui, je sais, ça c'est une ref avec laquelle les moins de 20 ans auront du mal. Il avait bien une famille, Clo-Clo. Et là, dans les chroniques, on a l'impression qu'il est tout seul. Et même s'il était pudique, il devait bien avoir une zippe, non? Sans faire de voyeurisme, dévoile-nous un peu plus le dessous de ses relations avec ses proches. Alors, c'est un peu inexact. On a quand même parlé d'un certain nombre des membres de sa famille. D'abord de son père Childéric, dont on a retrouvé la tombe. Et on a mentionné sa mère, la fameuse Basine de Thuringe, même si on ne sait rien à son sujet. Et puis on sait aussi qu'il avait 3 sœurs, rappelez-vous. Il y avait Albofled, mais qui est morte assez rapidement après son baptême. Il y avait une Arienne du nom de Lantéchilde qui a été baptisée. Et enfin, il y avait Odofled, celle qui a épousé Théodoric et qui est devenue Arienne en devenant la reine des Ostrogoths. Et puis on a aussi parlé de ses 2 épouses, notamment la princesse germanique dont on ne connaît pas le nom, et de Crodéchilde évidemment de Burgondie. De ses épouses, il a réussi à avoir 4 garçons si vous vous rappelez. Le premier étant Théodoric, qu'on connaît sous le nom de Thierry Ier, suivi de Clodomir, Childebert et enfin Clotacar, qu'on appelle souvent Clotaire en français courant. Et puis il y avait une petite sœur du nom de Crodéchilde. Là où on en est moins sûr, c'est au sujet de frères ou d'éventuels cousins germains. Là on n'en sait rien ne nous est rapporté. Et une partie des historiens font l'hypothèse qu'il n'est pas impossible que les premières années de la vie de Clovis, dont Grégoire ne souffle pas un mot, ont bien pu être consacrées à éliminer une partie de la concurrence et notamment ses parents les plus proches, dans des guerres fratricides qui malheureusement étaient souvent le symbole de cette époque. Pour ce qui est de ses cousins lointains, on a parlé des Ragnacaire de Cambrai ou de Siegfried le Boiteux. Ces hommes-là, pour le coup,
il les a vraiment éliminés. Alors, ça peut paraître étrange au sujet d'un Germain dont on parle toujours du clan comme une manière de se protéger. Mais il faut croire que Clovis s'est senti assez fort au fil du temps pour faire l'économie de tous ces hommes qui pouvaient lui faire concurrence et avec qui il aurait pu négocier. Il a préféré finalement être l'ancêtre unique de sa famille et être le parrain de qui tout allait découler. Et force est de constater qu'il a réussi. Oui, donc au final, tout est normal pour un Germain. Car ceux qui nous suivent depuis le début le savent, les Germains aiment bien leur famille, mais d'un amour vache. Et à propos de cette histoire sordide rapportée par Grégoire, où il demande vers la fin de sa vie s'il ne lui reste pas un parent proche prêt à lui payer les frais d'EHPAD. Info ou intox? Ah, alors là, malheureusement, c'est très probable que ce soit une info véritable. Bon, venons-en maintenant au personnage. À quoi est-ce qu'il ressemblait, Clovis? Je veux dire physiquement, il avait quelle tête? Alors ça, on n'en a aucune idée. Tout simplement parce qu'on n'a aucun portrait ou aucune description physique crédible de qui il était. On n'a même pas les traits de son visage sur une pièce de monnaie, puisque les pièces de l'époque reprenaient les traits de l'empereur. Il avait les cheveux longs, ça c'est sûr, mais pour le reste, c'est à peu près impossible à dire. Si effectivement son père Childéric était grand, il est probable qu'il l'était lui aussi, mais là encore sans certitude. Vraisemblablement, pour mener les conquêtes militaires qu'il a dû mener et s'imposer à la tête du pouvoir, il a dû être en bonne santé physique et assez robuste personnellement. En tout cas, jusqu'à ses 45 ans, date de l'année de sa mort de cause naturelle. Donc ça veut dire que toutes les descriptions du 19e siècle, le décrivant comme un guerrier en armure métallique avec de longues moustaches, c'est sans doute bidon. En fait, on n'en sait rien. Mais le plus probable est qu'il ressemblait à Childéric, ou du moins à l'image qu'on se fait de Childéric par rapport aux éléments qui ont été retrouvés dans sa tombe. Rappelez-vous l'épisode 55. Et au niveau ciboulot, Clovis, il était comment? Est-ce que c'était un gros bourrin qui savait que manier la francisque et le scramasax? Alors très probablement oui, il savait lire et il avait dû recevoir une éducation. On n'a pas de preuves directes, mais ça semble évident, comme le fait qu'il ait dû parler germain et latin pour communiquer avec son armée, puisque le latin était la langue officielle des armées de l'Empire. Alors par rapport à sa culture, la déduction qui en est faite, c'est qu'il était lui-même le fils d'un officier supérieur romain, avec Childéric nommé gouverneur de Belgique seconde. Donc il est tout à fait probable qu'il a dû apprendre à écrire et à communiquer en latin, et ce qui l'a permis d'ailleurs d'avoir un certain nombre de relations diplomatiques avec les autres rois comme avec Byzance. Et idem pour la foi. Il n'est probablement pas tombé dans le christianisme à la fin de sa vie. Il a dû très probablement entendre parler et disposer d'une culture religieuse dès un âge avancé, puisque le christianisme était déjà très répandu dans les territoires qu'il contrôlait. Et donc désolé pour tous les amoureux d'Howard, Clovis n'était probablement pas l'inspiration du personnage de Conan. Et s'il n'était probablement pas barbant, en tout cas il y a de bonnes chances que c'était un vrai Conan. Par contre, au niveau baston et stratégie, j'imagine que quand on conquiert un aussi vaste empire et qu'on gagne toutes ces batailles sans jamais perdre officiellement une seule de celles-ci, on doit toucher sa bille en termes de génie militaire. Alors ça, on n'en est pas sûr. Alors oui, qu'il était courageux physiquement et personnellement, ça semble probable, comme le démontre d'ailleurs l'épisode rapporté de son corps à corps avec Alaric II lors de la bataille de Vouillé. Et plus généralement, le pouvoir magique qu'on attribuait aux chefs germaniques dépendait de leur capacité à se battre eux-mêmes directement à la tête de leurs troupes sur le champ de bataille. Par contre, sa capacité stratégique ou tactique, impossible à dire. Tout simplement parce qu'on n'a aucune description de bataille ou de plan particulier qui lui soit attribuable. Et la seule chose qu'on connaisse précisément sur son art militaire, c'est son échec lors du siège d'Arles contre Gondebaud en 500. Et puis, malgré ses succès militaires, n'oublions pas qu'il disposait d'énormes avantages. Il avait récupéré l'armée de son père, dont l'efficacité était redoutable, avec des Francs entraînés sur tous les champs de bataille pendant des années. En plus, grâce à sa conquête progressive du territoire, il a pu intégrer au fur et à mesure des troupes déjà aguerries, de Syagrius comme des autres, pour constituer une armée formidable à cette époque. Donc génie militaire, c'est très difficile à prouver. Mais il avait quelques bons atouts qu'il a su utiliser intelligemment. Bon, moi je retiendrai quand même qu'il a pété les dents à tous ses adversaires. Maintenant, passons à la question qui fâche. Est-ce qu'il était vraiment croyant
Ou pas? Ou est-ce le premier à avoir lancé la mode du « Paris vaut bien une messe » ? Alors c'est impossible à dire, et on n'a pas plus de réponses à vous fournir. Plus intéressant, n'oublions jamais que tout le monde est croyant à l'époque. L'athéisme ou l'agnosticisme n'est pas vraiment une option. Ces hommes vivent dans un monde qu'il est plus difficile de décrypter dans son quotidien que pour nous qui avons beaucoup de réponses sur les mécanismes biologiques, physiques ou sur l'origine du cosmos. Toutefois, on peut noter qu'il n'y a pas de campagne connue d'évangélisation forcée ou de croisade antipaïenne. Il est impossible à dire s'il a été tolérant ou pas, mais apparemment, et on peut mettre ça à son crédit, il n'a pas cherché à mettre plus de bazar religieux dans son royaume qu'il n'y en avait déjà à son arrivée. Chacun se fera sa petite idée. Mais vu l'énergumène, je me suis déjà fait ma religion sur ce sujet. Et non, je ne vous en dirai pas plus. Bon, maintenant, est-on capable de dire s'il avait une sorte de master plan qui prévoyait tout depuis le début? Ou si toutes ces conquêtes se sont plus ou moins enchaînées par opportunisme et grâce au petit bonheur la chance? Clovis, opportuniste de génie ou génie du mal pour des lendemains qui chantent? Alors non, apparemment, il n'avait pas de plan précis. Tout s'est fait selon les occasions qui se sont présentées. Gondebaud contre Godegisel, Alaric II occupé au sud dans son royaume visigothique, ou Syagrius qui se retrouve sans alliés dans les années 80. Mais tout de même, on peut dire que notre homme était un conquérant, et qu'il savait que la guerre nourrissait la guerre. C'est-à-dire, dans une culture germanique militaire telle que la sienne, il était obligé d'aller de l'avant. Donc ce n'est pas anormal, ce qu'il a réussi à faire, en saisissant chacune des opportunités qui se sont présentées au fur et à mesure. Mais il faut vraiment rejeter complètement la théorie du grand homme capable d'influencer sur les événements avec un cours mondial par son simple génie. Il vit dans un contexte culturel et militaire qui lui donne des opportunités, à lui comme à d'autres, comme Théodoric l'Ostrogoth par exemple. Donc oui, il a su bien jouer ses capacités et être capable de saisir les bonnes opportunités. Inversement, il lui était impossible et inimaginable de réaliser ce qu'a pu faire un Napoléon ou un Alexandre le Grand pour être totalement anachronique. Car il n'y a pas de grands hommes. Il y a simplement des conditions politiques, sociales et économiques qui s'appliquent et qui influent sur les décisions que prennent les hommes dans le temps où ils se situent. Bon, je ne peux m'empêcher ici de paraphraser Panoramix. C'est une bonne situation, ça, roi de France? Non, parce qu'on en fait un espèce de fondateur génial, l'homme qui a construit et nommé le pays en quelque sorte. Mais est-ce que ça c'est bien vrai? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne l'a jamais appelé le roi de France. Tout au plus, on peut dire qu'il a été le roi des Francs. Alors pourquoi cette distinction? Eh bien, tout d'abord, parce qu'il n'a pas dirigé la France en tant que telle. Si on regarde les 22 anciennes régions françaises, il lui en manque au moins 7 qu'il ne contrôlait pas. Les 4 régions de l'Est, qui étaient Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté et Bourgogne, qui appartenaient au royaume burgonde, une région sud avec le Languedoc-Roussillon, entre les mains des Visigoths, une région indépendante qui était la Bretagne, sans parler de la Corse. Mais en plus, il contrôlait d'autres territoires, comme la Belgique, le Luxembourg, une bonne partie de l'Allemagne ou de la Suisse. Donc, le présenter comme un roi de France est une erreur. D'ailleurs, dans notre balado, on va plutôt privilégier la terminologie de Gaule ou de Regnum Francorum pour le royaume des Francs, qui permet de nous distancer par rapport à cette réalité objective que nous connaissons aujourd'hui de l'État qu'est la France. Et puis n'oublions pas que la France en tant que pays, ça n'existe pas. À cette époque-là, il n'y a pas une langue unique, même si le latin va triompher. Il n'y a pas non plus une religion unique qui s'applique ou un seul code des lois. Et d'ailleurs, Clovis n'essaie pas de créer un esprit national ou de reconstituer la Gaule de Vercingétorix. Il domine simplement sur un ensemble de territoires qui vont s'agréger un jour pour fonder la France. Mais c'est pas avant plusieurs siècles. À ce stade-là, il ne fait que contrôler des territoires avec ses guerriers qui s'appellent les Francs. D'où le fait que pour nous, il n'est que le roi des Francs. Bref, en 2 mots. L'idée d'État-nation n'apparaîtra que plus tard et très progressivement. Lui domine les territoires avec sa bande de gros bourrins. Et d'ailleurs, a-t-il jamais entendu parler de la Gaule et de Vercingétorix? Ni même des autres grands leaders charismatiques qui l'ont précédé, comme les 4 fantastiques, rappelez-vous, Boitotto, Arbogast, Méribaude et le riche Homère. Et puis même s'il avait su, probable que celui en aurait touché une sans faire bouger l'autre. De ses baloges on parle, pas de ses francisques. Bon maintenant,
pour tous ceux qui confondent encore le royaume des bisounours et le royaume des francs, car nous n'oublions personne dans ce podcast. J'ai envie de demander à Xavier, est-ce qu'il était gentil, Clo-Clo ? Non, parce que sans leur jeter la première pierre, je dois reconnaître que moi aussi, avant ce podcast, j'avais une idée plutôt positive du personnage, héritée probablement de mes cours d'histoire lors du cours élémentaire. Alors je pense qu'il faut être honnête et reconnaître que Clovis était un homme comme tous les hommes et qu'il disposait de sentiments. En l'occurrence, lorsqu'il perd son enfant, on sent qu'il est triste. Et apparemment, il semble qu'il aimait sincèrement son épouse Crodéchilde. Plus généralement, notre homme n'est pas une bête sauvage, il raisonne. Il tient des discussions politiques et diplomatiques avec ses voisins, que ce soit le roi des Burgondes, Alaric II, ou même avec Byzance, avec qui il entretient des relations. Donc on n'a pas affaire à un fou furieux. D'ailleurs, pour parler des choses qui nous paraîtront positives aujourd'hui, il ne vient pas faire une croisade religieuse ou un génocide culturel. Il s'empare de terre simplement pour des objectifs politiques. Par contre, lui plaquer de nobles sentiments, comme le ferait un film hollywoodien aujourd'hui, serait totalement anachronique. Il n'est pas le défenseur d'un pacifisme. Il ne porte pas un intérêt particulier pour le bien-être de son peuple. Son honnêteté et sa rectitude morale sont carrément douteuses. La vérité, c'est que notre homme vit dans un monde hostile, où c'est la loi des plus forts qui domine et où la pitié n'est pas toujours une bonne stratégie. Mais attention, il ne s'agit pas ici de le blâmer en raisonnant trop simplement comme un occidental du XXIe siècle. Les temps et les mœurs étaient différents, il faut en avoir conscience. Mais à l'inverse, pas d'angélisme non plus, car même à l'époque, pour réaliser son parcours, il fallait probablement être un guerrier sans pitié, à la moralité plus que flexible. D'ailleurs, fera-t-il son retour dans la saison 4 ? Faut-il s'attendre à Clovis II, le retour de la vengeance tirée par les cheveux ? Alors non, pas de Clovis dans la saison 4, qui va reprendre le fil à partir de 511, dès la mort du grand roi, qui ne refera donc plus surface, sauf si on devait retrouver sa tombe dans les 4 prochaines années. Et vous ne le retrouverez pas non plus dans les autres saisons, car ses lointains descendants, on les appellera de leur véritable nom, c'est-à-dire Clodovec, pour rester dans la lignée que nous nous sommes fixés. Mais n'ayez crainte, l'homme a tellement marqué son temps qu'ils n'apparaîtront pas avant la 7e et dernière saison de ce balado. Non, pour la prochaine saison, on va parler de ces rejetons. Et laissez-nous vous prévenir, ça va décaper sec, et pas qu'un peu. Dernier point avant les vacances, Xavier. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil de lecture ou d'écoute pour ceux qui veulent prolonger le plaisir des Mérovingiens ? Alors pour la lecture, nos 2 recommandations pour apprendre des choses vraiment intéressantes sur les Francs et les Mérovingiens sont 2 livres d'auteurs anglo-saxons. Le premier, qui n'existe malheureusement qu'en anglais, est de Ian Wood, qui s'appelle The Merovingian Kingdoms. Et le second de Patrick Guéry a été traduit dans notre langue et s'intitule Le monde mérovingien, naissance de la France. Ces 2 ouvrages des années 90 sont 2 classiques autour du monde de mérovingien, dont la compréhension et la connaissance ont été complètement renouvelées à partir des années 90. Donc 2 excellents conseils de lecture si vous voulez en savoir plus sur les Mérovingiens avec 2 livres très bien écrits. Alors pour ce qui est de l'audio, laissez-nous vous faire 3 recommandations. Encore une fois, pour les anglophones, nous ne pouvons que vous conseiller le podcast d'un ami, Nelson Bennett, de Merovingians. Nelson est un universitaire néo-zélandais qui a fait une thèse sur le monde mérovingien et qui a lancé son propre podcast similaire au nôtre, mais avec sa propre touche, sur le monde des Mérovingiens. Un travail extraordinaire de précision et d'intelligence que nous ne pouvons que vous recommander si vous comprenez bien l'anglais. Si vous préférez du francophone, alors là, nous avons 2 autres recommandations à vous faire. La première, c'est La Dent Bleue, de notre ami Maxime, qui a fait un travail extraordinaire qu'il vient de lancer sur le monde des Vikings. La Dent Bleue, que vous trouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, est un travail fourni et extrêmement détaillé qui, un peu à notre manière, va suivre un déroulé chronologique pour vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le monde des Vikings. Un podcast sérieux, mais très intéressant, par Odin. Et la deuxième recommandation, c'est bien sûr Le Moyen-Âge dans tes oreilles par notre ami François, qui lui traite toute la thématique du Moyen-Âge en commençant par notre période et en allant jusqu'à la Renaissance et en développant des thématiques extrêmement sympathiques sur ce monde si souvent méconnu ou mal compris, avec un ton et une qualité qui rendent son travail tout à fait exceptionnel. Et notamment,
2 épisodes qui sont nos préférés et qui sont déjà légendaires. Sous un hiver éternel, combattre le froid au Moyen-Âge ou comment devenir riche au Moyen-Âge. Absolument succulent. D'ici là, bon été et à bientôt pour la saison 4.